3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, rebonjour pour la 7e fois 7e table ronde du premier cyclo Clermont, 4e de la région, 21e dans la grande et glorieuse histoire de cyclo. Un sujet entre fantasme et réalité. On aime bien en France les Saint Graal, on aime bien avoir trouvé les solutions uniques. Et donc, si l'on en croit certains, la réhute serait la solution à tout. Fort de ce constat, en France, on ne recycle que 1% à peine de nos volumes d'eau usés. C'est 8, je vous redis les chiffres que l'on entend tout le temps. Pourquoi on en fait si peu alors que les Italiens réutiliseraient 8% de leurs eaux usées, les Espagnols 14% et l'autre tarte à la crème, c'est Israël, 90%. Je peux citer, pour y avoir été, la Namibie, où dans certaines villes, notamment la capitale, c'est quasiment 100% des eaux usées qui sont rendues potable. Réhute, la fameuse Réhute, popularisée par le président de la République dans le plan eau, un objectif de 10% entre fantasme et réalité. Eh bien, on va faire la part des choses, mesdames, messieurs. Merci d'accueillir Catherine Néel, Bertrand Nicolas et Christophe Cottier. Vous vous mettez où vous voulez, au milieu c'est très bien, ainsi on ne voit que vous. Vous êtes face à la caméra, je vous rappelle mesdames, messieurs, que tout est filmé, tout sera visible sur YouTube. Alors tout à l'heure il y avait des lycéens qui filmaient, ne filment plus, je ne sais pas où ils sont passés, c'était le lycée de Mauriac après le... Où est-ce qu'ils sont ? Ah d'accord, ils sont aux ateliers, oui il y a un atelier sur la géopolitique de l'eau. Catherine Néel, vous êtes directrice de projet gestion résiliente des hydrosystèmes au CEREMA. Bertrand Nicolas, vous êtes le 3e vice-président de la Chambre d'agriculture. Laquelle ? Du Puy-de-Dôme ? Pardon. Christophe Cottier, vous êtes président de l'ASA, l'association syndicale autorisée Limagne Noire. Catherine Néel, c'est vrai que, foi de journaliste, en France on aime bien les Saint Graal. On aime bien les solutions qui ont l'air d'être uniques, tellement idéales qu'on les prône partout. Et donc la réhute. Voilà, on a des problèmes d'eau, d'approvisionnement en été, on n'a qu'à se brancher sur les stations d'épuration et tout y va bien, et tout ira bien. Alors peut-être, avant de répondre à cette question, le CEREMA pour nos amis, c'est quoi exactement ? C'est qui ? Alors le CEREMA, moi j'avais une diapositive pour un peu présenter. Le CEREMA, c'est le centre... Vous avez la petite zapette de... Ah oui, c'est vrai. C'est le centre d'expertise. Et c'est là que je vais voir que je n'ai pas révisé l'acronyme, mais j'ai mon chef dans la salle. Bravo. Centre d'expertise, de recherche. Non, c'est pas de recherche justement. Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, les mobilités et les aménagements. Vous en êtes bien sorti. Voilà. Il m'a soufflé, c'est pour ça. Et en fait, l'eau fait partie d'une des thématiques, mais au titre plutôt de l'environnement. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment l'impact des aménagements sur l'eau et inversement l'impact de l'eau sur les aménagements. Et effectivement, dans ma position, c'est gestion résiliente des hydrosystèmes. Je travaille au sein d'une équipe. Du coup, il se trouve que l'eau, c'est devenu le premier axe stratégique du CEREMA sur la stratégie donc 2025. Le CEREMA conseille. Alors le CEREMA concrètement, on a plusieurs modes d'action et par exemple sur l'eau, ça en fait partie. D'abord, on est là pour appuyer les collectivités. On a un système d'adhésion d'ailleurs des collectivités pour les appuyer sur un plan opérationnel sur tous les sujets que j'ai cités qui sont dans notre acronyme. Mais aussi, on peut faire de la recherche et développement. On invente ou on participe à l'innovation de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils. Je vais vous évoquer un outil numérique. Et à l'appui aux politiques publiques aussi, donc faire le lien entre les territoires, la réalité du territoire et éventuellement la manière dont ça se traduit dans la réglementation après. Et j'ai oublié le 4e, ah oui, diffusion des connaissances. Et d'ailleurs, j'ai oublié, pour une séquence pub tout à l'heure, j'ai plein de petites plaquettes sur la réhute. Donc diffusion des connaissances, c'est aussi faire des retours d'expérience
enfin plutôt mettre en valeur des retours d'expérience, et notamment on en a fait plusieurs, dont celui sur la ZAL Limagne Noir. On va en parler. Donc on en parlera, voilà, pour vraiment mettre en valeur et aussi donner des chiffres, des choses qui ne sont pas forcément faciles à valoriser, par exemple sur le modèle économique ou sur la manière dont on arrive à pérenniser un cas. Et dans la diffusion des connaissances aussi, on va avoir un livrable qui va être diffusé très prochainement, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, sur Internet. Donc c'est toujours à chaque fois libre. Vous pouvez aller sur le site Internet du CEREMA. Donc c'est dans la série économie et partage de l'eau. Hein. Ce n'est pas une série sur la reuse, c'est vraiment, on est dans la logique économie et partage de l'eau. Et là, nous, on a analysé finalement les causes de difficultés et notamment parfois d'abandon de la reuse, parce qu'il y a des projets qui ont été abandonnés. Ah oui. Et en fait, on s'est rendu compte que les projets qui étaient abandonnés, ils étaient toujours dans les tuyaux souvent. Donc en fait, c'est des projets qui rebondissent sous d'autres formes, c'est-à-dire ils ne sont pas totalement abandonnés. Des fois, ils ont été arrêtés, ils reprennent, ou des fois, ils ont été abandonnés, mais ils sont en train de reprendre forme sous une autre forme. Donc justement, on a analysé tout ça en interviewant les acteurs sur ces cas-là, sur finalement les facteurs de difficulté, mais aussi de pérennisation de ces systèmes. Alors on va y venir. Est-ce que vous pouvez nous la définir, la reuse, la réutilisation? Oui, pour le CEREMA, c'est quoi? C'est bien d'avoir la même base de réflexion. Alors pour le CEREMA, enfin pour même le ministère de l'écologie, en charge de l'écologie, donc là il s'agit en fait d'utiliser, on ne devrait même pas dire réutiliser, il s'agit d'utiliser les eaux qui ont déjà été utilisées en fait dans nos maisons. C'est bien donc une réutilisation. Qui sont arrivés dans notre robinet, qui sont allés jusqu'à notre chasse d'eau, qui ont été assainis, épurés, donc en passant par une station d'épuration, qui sont dans le cadre général, en général rejetés dans le milieu naturel, et la plupart du temps, la majorité du temps, c'est dans un milieu aquatique. Donc ça peut être dans une rivière ou carrément dans la mer, quand on est en zone littorale. Ce qui veut dire que si on réutilise, ce sera au détriment des milieux naturels, si je résume. C'est ça, exactement. Quand on prévoit de réutiliser à la sortie de la station d'épuration, un des problèmes éventuels, notamment quand on est en zone continentale, c'est justement que ça pourrait se faire, donc c'est pour ça que c'est important de bien étudier l'opportunité de le faire, ça pourrait se faire au détriment du cours d'eau, du débit du cours d'eau. Les chiffres que j'ai donnés, qui sont les chiffres un peu tarte à la crème, moins d'1% en France, c'est une réalité ou ça a augmenté? Ça a un peu augmenté, notamment il y a beaucoup de projets qui ont été impulsés par la mesure 18 du plan eau, à laquelle participe le CEREMA, justement, dont le CEREMA est un des opérateurs. Donc en fait, effectivement, le gouvernement, en 2023, a lancé tout un plan qui vise en fait à réharmoniser tout ce qui se fait en termes politique de l'eau, mais dans le sens d'aller aussi vers la sobriété pour tous les acteurs, la sobriété des usages de l'eau. Et la RIUT, l'utilisation des eaux usées traitées à la sortie des stations d'épuration, ils l'ont certainement pas vu comme une solution miracle, certainement pas. Et au contraire, le choix du gouvernement a été à ce moment-là de dire c'est une option à privilégier, notamment en zone littorale, c'était leur première vue, dans la mesure où là, ça s'apparente à une mesure sans regret, c'est-à-dire que là, il s'agit de maintenir de l'eau douce pour des usages d'eau douce, sachant que l'eau douce est précieuse. Ceux qui sont allés à l'atelier Michelin ont pu voir le petit quiz. Donc l'eau douce est précieuse sur Terre. Et l'idée, c'est de la maintenir au maximum dans nos zones continentales et de permettre un maximum d'usage de l'eau douce avant qu'elle retourne à la mer. Alors pourquoi justement c'est plus favorable d'être au bord de la mer? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a un gisement plus important. Souvent, c'est des plus grosses stations d'épuration. Ouais. Ensuite, c'est des stations d'épuration qui souvent reçoivent beaucoup plus d'eau en été dans la période estivale, c'est-à-dire dans la période où il y a le plus de touristes. Des fois, on a certaines collectivités, elles décuplent leur population au moment de l'été, et voire plus des fois. Donc là, on a vraiment un flux d'eau important. Donc toute cette eau-là, c'est de l'eau douce qui a déjà été traitée et qui est dans les tuyaux déjà. Donc ça, c'est une des premières raisons sur l'aspect gisement. La deuxième raison, c'est que souvent, ce sont des grosses stations d'épuration, donc qui ont des procédés de traitement qui sont très poussés parce que justement, il y a des enjeux de baignade, de conchyliculture, il y a des enjeux sanitaires derrière. Donc, ils ont des exigences de traitement, d'épuration de l'eau qui sont déjà importantes. Et ensuite, alors là, c'est à voir au cas par cas. Parfois, dans les zones littorales, il n'y a pas tant besoin d'eau douce que ça. C'est-à-dire, on a des milieux aussi, on a parfois des contraintes aussi de rejet quand on a des marnages importants. Et des fois, on a aussi des milieux qui profitent plus de l'eau de mer que de l'eau douce.
Alors des fois c'est l'inverse, des fois on a des milieux qui sont mixtes et qui ont besoin plus d'eau douce que d'eau de mer. Donc c'est à voir au cas par cas. On peut se dire si en cas de rejet directement en mer, que voilà, ça ne va pas priver grand-chose à la mer d'avoir un peu moins de rejet. Dans certains cas, oui. Dans certains cas. J'en reste sur les chiffres. Moins d'1% en France, on va dire 1%. L'objectif, c'est 10%. Pourquoi, par rapport à l'Italie, à l'Espagne, à la Namibie, à Israël, encore à plein d'autres pays, on réutilise aussi peu? C'est historique, c'est réglementaire, c'est culturel? Il y a plusieurs raisons. Alors c'est sûr que quand on compare avec la Namibie, avec Israël, ils ont été confrontés à des pénuries d'eau beaucoup plus tôt par rapport à nous. Ils sont dans un stress hydrique avéré depuis beaucoup plus longtemps. La Namibie en particulier, c'est un désert globalement, ce pays. Donc c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Donc c'est pas par hasard aussi que les Espagnols sont un petit peu les leaders au niveau européen. Il y a aussi les Grecs. Historiquement, c'est les Grecs et les Espagnols qui s'y sont mis les premiers au niveau de l'Union européenne. Donc partout, on a des problèmes de disponibilité de la ressource. Voilà, c'est ça. Mais en plus, les Espagnols, ce qui peut expliquer la différence d'utilisation des eaux usées traitées en Espagne, c'est que déjà, ils ont une proportion complètement inverse de grosses stations d'épuration par rapport à nous. C'est-à-dire qu'en France, nous, la manière dont on a développé l'assainissement collectif, on l'a développé de sorte à être au plus proche des habitants. Donc du coup, on a plein de petites stations d'épuration, souvent des petits filtres plantés de roseaux, des choses fondées sur la nature. D'ailleurs, on a vu un thème tout à l'heure. Qui sont finalement dispersés dans le territoire, alors que les Espagnols, donc nous, ça représente 80% globalement de nos stations d'épuration, et des plus grosses stations d'épuration comme celles qu'on a en littoral, ça représente que 20% de notre station d'épuration, alors qu'en Espagne, c'est exactement l'inverse. Ils ont d'énormes stations d'épuration, ils se sont mis à l'assainissement collectif plus tard, et ils ont aussi surtout un mode d'aménagement du territoire qui est complètement différent. Pour la faire simple, en Espagne, si vous voulez habiter en périphérie de la ville et qu'il n'y a pas de réseau d'eau et d'électricité qui est prévu, on va vous dire OK, on a les systèmes similaires au PLU, au plan local d'urbanisme, on dira OK, vous pouvez construire votre maison là, mais le réseau, l'extension du réseau sera à votre charge. D'accord. Et donc du coup, forcément, les villages et même les villes sont beaucoup plus concentrés. Donc c'est un système complètement différent. Okay. Et à cela s'ajoute la gouvernance de l'eau, qui est différente. Il se trouve qu'en Espagne, c'est le même opérateur, pour faire très simple aussi, qui fait agence de l'eau et police de l'eau. Et c'est aussi le même opérateur qui fait agence de l'énergie et agence des déchets. Donc du coup, ça favorise une économie circulaire, vraiment en termes d'écologie industrielle, c'est-à-dire finalement l'économie circulaire, matière et eau en même temps. Vous diriez que c'est un exemple à suivre, tout ou partie? Alors non, pas forcément. D'ailleurs, ils reviennent vers nous. C'est pas forcément un exemple à suivre parce qu'ils arrivent à la limite de leur modèle. Ils ont développé beaucoup la reuse, des fois même pour remplir des réservoirs ou des choses comme ça. Et ils se rendent compte que de toute façon, on n'a qu'une et une seule ressource en eau. Et quand ils sont confrontés à des sécheresses très fortes, ils n'ont pas assez d'eau tout simplement. Donc il faut aussi revoir leurs usages. Et puis c'est aussi coûteux comme modèle. Et là, ils en sont à des situations en Andalousie par exemple où il y a carrément alors j'ai oublié de dire, il y avait un autre facteur en Espagne, c'est que les agriculteurs sont aussi regroupés en associations, mais alors qui sont beaucoup plus grandes que la vôtre. C'est-à-dire, ça représente des hectares, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait comme regroupement en France. Mais là, ils en sont carrément à dire, si on n'a plus de droit d'eau, on va arrêter l'agriculture. Il faut dire qu'ils ont bien tapé dans les nappes et dans les fleuves, notamment. Alors eux, leur modèle économique, comme c'est coûteux, quand même, l'utilisation des eaux usées traitées, ils l'ont fondé en agriculture sur un modèle de développement de culture à forte valeur ajoutée. Dans l'idée, on va faire des cultures, des avocats. Alors un avocat, c'est un fruit tropical, des tomates, tout ça, mais qu'on va mettre sur le marché européen le plus tôt possible, avant tout le monde. Donc c'est ce qu'on retrouve dans tous les supermarchés. La majorité d'entre nous, on a consommé des fruits et des légumes qui sont irrigués par des eaux usées traitées, par ce biais-là. Et donc, parce que c'est les premiers à arriver sur le marché, c'est les premiers qui sont mûrs avant l'été. Donc voilà, ils ont fondé leur modèle économique là-dessus, mais là, ils arrivent à la limite du modèle hydrique, on va dire. Merci, je sais que vous avez des choses à nous montrer, on y reviendra après. Monsieur Cotier, vous n'avez pas attendu qu'Emmanuel Macron parle dans son plan eau de Réhut. Ça fait 25 ans que votre ASA, finalement, ne vit que sur la station d'épuration de Trois-Rivières. Si je résume, vous irriguez avec les chasses d'eau des Clermontois. Si je résume, Vous résumez bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, tout à fait. Il s'est trouvé que dans les années 85, mon précurseur à la tête de l'ASA Limagne Nord, M. Liabeuf, avait fait pas mal de voyages à l'étranger.
Et il avait vu en Israël ou aux États-Unis notamment de la réhute. Et quand il est revenu sur Clermont, il s'est dit on a une sucrerie, on a une station d'épuration et au milieu de tout ça, il y a des bassins. Et donc c'est là qu'est née l'idée de faire de la réhute. Pourquoi faire de la réhute? C'est que la zone que dessert Limagne Noire aujourd'hui, et depuis 25 ans, était sur un axe nord-sud, je dirais, le long de l'autoroute direction Paris. Et donc qui était relativement éloigné donc c'était déjà une zone qui n'était pas irriguée, et éloignée de la ressource principale pour le département en irrigation, qui est l'axe allié. Donc il a dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose à ce niveau-là. Et c'est de là qu'est venue l'idée. Et donc en 1985-86 exactement, qu'est partie la réflexion de faire de la réhute. Sachant qu'à l'époque, comme je dis, il fallait avoir la foi parce qu'il n'y avait aucune donnée au niveau national. Ou très peu de données plutôt. Et surtout pas pour un projet d'une ampleur pareille. Parce que là, on parlait déjà à terme de 750 hectares d'irrigués. Et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours 750 hectares d'irrigués, mais avec une surface totale irrigable de 1500 à 2000 hectares. Au départ, il n'y avait pas de culture, donc, c'est ça? Ou des cultures qui avaient du mal à être productives? Si, on avait des cultures. Les cultures étaient sensiblement les mêmes qu'au jour d'aujourd'hui. Sauf que depuis tout ce temps-là, le changement climatique est passé par là aussi. Mais déjà à l'époque, dans les années 90, 95, quand le réseau est né, on commençait à avoir quelques à-coups climatiques qui étaient préjudiciables pour nos cultures. Et là, on a dit, il faut qu'on se mette une sécurité. Donc, la première des sécurités en agriculture, c'est l'irrigation, c'est l'arrosage, c'est l'eau. Et donc, c'est ce que l'on a fait. Et on s'aperçoit aujourd'hui que entre les volumes d'eau que l'on utilisait dans les premières années, dans les années 2000, quand le projet est rentré dans sa taille maxi, et les quantités d'eau, les besoins en eau que l'on peut avoir aujourd'hui sont complètement différents. Vous avez des choses à montrer peut-être là? Oui, voilà, oui, donc, juste voilà 2-3 slides pour expliquer, parce que la spécificité de Limagne Nord aussi, c'est que l'on est en traitement tertiaire. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, et on a la chance aujourd'hui, d'avoir du lagunage naturel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du traitement bactériaux, parce que le principe de la réhute, pour faire la réhute et faire de l'irrigation derrière, c'est d'avoir un abattement bactériologique. Donc vous voyez sur cette slide la station d'épuration qui rejette dans un premier bassin, vous voyez des petites flèches rouges, puisque le principe est de faire cheminer l'eau de bassin en bassin, donc elle chemine naturellement, c'est des systèmes de surverse. Alors dans la théorie, l'eau, quand elle rentre jusqu'à la station de reprise dans le bassin 13, c'est un temps de séjour de 13 jours qui va nous permettre d'avoir un abattement bactériologique optimum, et qui va permettre de réutiliser cette eau pour l'irrigation. Voilà. C'est la totalité des eaux usées de la station d'épuration qui est utilisée par votre ASA? Ah non, ce n'est pas la totalité. Déjà parce qu'on a un débit réservé à maintenir quand même pour le ruisseau l'Artière, qui reçoit les rejets de la sucrerie, sachant que la période d'irrigation pour nous prenons de l'eau à partir du 1er avril et jusqu'au 30 octobre, puisque les autorisations d'irrigation sont faites ainsi. Donc c'est sur cette période estivale. Dans les périodes de pointe, puisque contrairement à ce que disait Madame Nel tout à l'heure, nous on n'est pas dans les zones touristiques, et une des problématiques c'est que l'été on a plutôt un peu moins de population sur Clermont-Ferrand, un peu plus. Les Clermontois passent pas leurs vacances chez eux? Les Clermontois partent un petit peu en vacances a priori, et c'est vrai que ça peut se connaître quand même en sortie station, puisqu'il faut savoir qu'une station d'épuration, le rejet il n'est pas continu. Sur 24 heures, c'est très fluctuant. D'où l'importance aussi d'avoir un tampon hydrique, c'est-à-dire d'avoir ces bassins qui représentent à peu près en volume 320 000 mètres cubes. Ça fait un tampon hydrique qui permet de pouvoir irriguer à grande échelle et sur des gros débits pendant toute la période estivale. Vous irriguez uniquement avec cette eau-là?
Ou vous avez un appoint en eau Non, issu des l'Asal mines. Limagne-Nord fonctionne uniquement Sur l'irrigation. en réhute, en eau traitée. Alors vous étiez un précurseur. Est-ce que finalement c'était pas un avantage parce que personne ne connaissait? Aujourd'hui, ça a l'air plus difficile parce que la RS est là, parce qu'il y a des normes sanitaires qu'on vous a peut-être pas opposées à l'époque. Ou je me trompe complètement? Vous vous trompez complètement. Merci. Donc Non, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et je vais vous dire que ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Bon, déjà dans ce pays, je pense qu'on ne sait pas faire les choses simples. Donc non, ça reste un gros dossier. Alors les gens nous découvrent de temps en temps. Ils nous disent, mais c'est super, votre projet Limagne Noire. Je dis, le projet, il a 27 ans. Donc il est quand même bien réalisé maintenant. Et puis avec un retour d'expérience quand même qui est conséquent. Hein. Alors bon, les spécialistes le savent et on est pas mal sollicité pour des études. L'INRAE nous sollicite souvent et on travaille en partenariat avec eux. Le CEREMA, on travaille beaucoup aussi avec eux. Voilà. Non, mais ça a été, je dirais, un long chemin difficile pour la mise en place au début. Et je dirais chemin difficile, techniquement ou bactériologiquement, parce qu'il fallait que l'eau de sortie, mine de rien, ait des critères microbiologiques. Techniquement, parce que jusqu'à la faisabilité, jusqu'à 1996, qui a été j'ai un petit peu l'historique, je crois, qui est derrière. Hein, voilà, 1900. Voilà. Pardon, 1987, vous voyez les premières réunions sur le projet. On a fait un projet pilote en 1996. Donc ce projet pilote, il portait sur 50 hectares à l'époque. Et l'idée, c'était de dire, on va mettre de l'eau dans les bassins, on va laisser un petit peu de temps, et on va voir si à la sortie, la qualité bactériaux est là ou pas, si on a un abattement. Donc ça a été concluant. Et de ce fait-là, on a eu l'autorisation pour partir sur la grande échelle 1998 et 1999. Mais tout ça, vous voyez aussi, il y a eu une étude épidémiologique, parce qu'une des spécificités aussi de notre périmètre d'irrigation, c'est que, alors quand on a dit on va faire de la réhute, on nous a dit très bien, qu'est-ce que vous allez arroser? On a dit on va arroser des maïs, on va arroser du blé, on va arroser les cultures qui auront besoin d'arroser, et on va arroser du maïs semence. Et qui dit maïs semence dit à l'époque emploi de main-d'œuvre pendant la période estivale. Donc pour les gens de la région, c'est ce que l'on appelle la castration du maïs. Ou à l'époque, dans les années 2000, la castration du maïs n'était pas du tout mécanisée, donc c'était beaucoup de monde dans les champs. Avec un risque de contamination donc. Avec un potentiel risque de contamination. Donc il y a eu à l'époque une étude épidémiologique. Il y a eu tout un réseau sentinelle qui a été fait entre les médecins, les pharmaciens pour déceler toute anomalie qu'il aurait pu y avoir sur la population concernée. Voilà quelque chose qui a été très lourd, hein, et donc une thèse qui a été faite en même temps. Et donc qui n'a jamais démontré de problématique quelconque sur ces années de suivi. Voilà. Donc ça a été toute cette phase jusqu'en 98 de valider le process. Et depuis les années 2000, où on est parti en vitesse de croisière, on a eu toujours pas mal de visites, hein, et puis il y a eu les réglementations qui sont arrivées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de réglementation au départ. C'était un peu dans le flou. Et au fur et à mesure, il y a eu 2010, il y a eu 2015, et puis là, maintenant, depuis 2023, on est sous la nouvelle réglementation, la dernière réglementation, qui est, elle, européenne. Donc j'espère que c'est la bonne. Voilà. Bon, vous êtes soumis à des contrôles bactérieux réguliers. Moi, c'est la dernière que je gère toujours. Hein. Ça ne sera plus mon problème après. Non, mais voilà, donc cette dernière réglementation, alors on s'est adapté à chaque fois à ces réglementations, puisque vous avez vu notre principe, hein, nous on ne fait pas du traitement bactériaux mécanique, comme je dis, c'est du traitement tertiaire, c'est-à-dire on met de l'eau dans les bassins, on laisse faire le boulot, on laisse faire le soleil. On laisse faire le soleil et la nature. Et donc on ne règle pas le curseur qualité A, qualité B, qualité C. Non, ça se fait naturellement. Et puis à 99,9% des cas, on sort en qualité A. Donc, puisqu'on a vu que l'efficience de notre système, il est très très bon.
Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à toutes ces réglementations, puisque la dernière réglementation 2023, c'est un dossier de mise en conformité qui fait 250 pages. C'est beaucoup de travail. La société qui nous accompagne de Sommival Ingénierie, beaucoup d'aide aussi de la part du CEREMA qui nous a aidé à avancer sur ce dossier pour cette nouvelle réglementation. Voilà. Et on sort à entre 20 et 30 cm le mètre cube, c'est imbattable. Oui, alors ça c'est un chiffre qui date un peu, puisque c'est des. Bon, ça a combien aujourd'hui? C'est des slides qui datent du Varenne de l'eau. Ah oui, vous n'avez pas actualisé votre PowerPoint. Non, je suis désolé. C'est ce que j'ai retrouvé dans mes archives. Voilà. Vous mettez. Non, au jour d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût à l'hectare. Ce qui intéresse un agriculteur aujourd'hui, quand il est dans une ASA comme la nôtre, c'est le coût à l'hectare. Au jour d'aujourd'hui, on est facilement à 100 euros de plus. Donc 450 euros l'hectare. À 450 euros l'hectare, facile. Il y a des fluctuations, sachant que dans tout ça, il y a le coût de l'énergie qui est très prépondérant. Et puis depuis, on a eu aussi... on a d'autres choses à gérer, on a d'autres investissements à faire. Mais vous n'avez pas de redevance. Mais on n'a pas de redevance. Parce que c'est pas de l'eau issue des milieux naturels. C'est un, et je dirais, c'est le seul avantage que l'on a, mais qui n'est pas des moindres, on est bien d'accord. On n'a pas de redevance. En contrepartie, on a tout un suivi qualité à faire. C'est-à-dire, c'est des prélèvements, des analyses microbiologiques régulières, c'est ça? Oui, c'est des prélèvements chaque hebdomadaire. Ah oui, quand même. Hebdomadaire, il y a un programme qui est fait, il y a un programme qui est fait tous les débuts de campagne avec prélèvement hebdomadaire, pour surveiller l'aspect bactériaux, ce qui est tout à fait légitime, quoi qu'il en soit. Madame Néel, Monsieur Nicolas, je vous oublie pas. Madame Néel, c'est un cas d'école, l'ASA Ligne Noire. Ça semble correspondre justement à l'incarnation de ce fantasme. C'est-à-dire, oui, c'est possible, et on peut utiliser à 100% une eau issue des eaux usées sans grever le milieu naturel. Alors, je dirais pas un cas d'école, parce que je dirais que c'est un cas exemplaire. Ça a force d'exemplarité, c'est un des premiers cas, et c'est en France en tout cas le cas avec la plus grande surface agricole irriguée. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour des gens qui sont peut-être dans la salle et qui aimeraient reproduire ce système? Alors, on en a tiré plein d'enseignements. Je vous invite à lire les retours d'expérience, les fiches qu'on a éditées, et puis ce retour aussi sur les difficultés, les difficultés à mettre en place et à pérenniser la REUT. Donc déjà, ce qu'on peut en retirer comme expérience, c'est que même si ça a été mis en place avant une réglementation spécifique, il y avait effectivement à l'époque, en 1986, il n'y avait que des recommandations internationales de l'OMS sur le sujet. Donc on était en fait dans une incertitude totale au niveau même sanitaire, des risques sanitaires à l'époque au niveau Union européenne. On ne s'était pas trop intéressé au sujet. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de réglementation. On était dans un flou même au niveau scientifique. Et donc, d'abord, ça a été possible de le faire et des précautions ont été prises effectivement avec des études lourdes. C'est la seule, à ma connaissance en France, c'est la seule étude épidémiologique de cette ampleur qui a été menée. Et je tiens à dire, pour préciser ce que disait Monsieur Cotier, que les premiers exposés éventuellement au risque sanitaire en matière d'utilisation des eaux usées traitées, quand c'est à usage agricole, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Et donc, ce sont eux et leurs familles, quand ils habitent en plus à proximité des parcelles irriguées. Donc, c'est eux qui ont le plus intérêt, justement, à ce qu'il y ait toutes ces précautions qui soient prises. Donc, personne, en l'occurrence, en l'espèce pour Clermont, n'a fait les choses à la légère. Tout le monde était hyper motivé pour que ça marche. Et je dirais que c'est un cas exemplaire parce que c'est un cas qui est à l'initiative des agriculteurs, comme vous l'a raconté Monsieur Cotier. Ce qui est de moins en moins le cas. C'est-à-dire maintenant, ce sont plus les collectivités qui sont à l'initiative des projets et qui vont chercher après de potentiels usagers. Monsieur Nicolas, ce cas est exemplaire aussi pour vous. C'est un site pilote. C'est un site pilote, oui, c'est exemplaire. On aimerait bien le reproduire. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais comme l'a dit tout à l'heure Madame Néel, on est dans un pays où les stations d'épuration ne sont pas forcément de grande ampleur, avec des grandes capacités.
Et ce n'est pas reproductible sur la station d'un petit village, quoi. Donc Clermont est la plus grosse du département, donc c'était le plus facile. On étudie sur d'autres agglomérations la possibilité de le faire. À Rion, notamment. À Rion, entre autres, oui. Pourquoi là ? Parce que elle est située dans un bassin qui a besoin d'eau. Elle est située à un endroit où donc le débit de la station potentiellement le permettrait. Voilà pourquoi. Autrement, si on a d'autres possibilités, on les étudiera aussi. Donc il faut qu'il y ait une station d'épuration suffisante en termes Oui. de volume, en termes de débit. Il faut que les champs à irriguer soient pas trop loin, sinon ça fait des tuyaux et ça coûte Voilà, cher. exactement. Oui, plus on emmène l'eau loin, tout le monde le sait, hein, quand il Ça faut coûte transporter l'eau, ça coûte cher. D'accord. Donc quand on est près de l'utilisation, c'est beaucoup mieux. Et c'est intéressant d'un point de vue agricole. Pourquoi ? C'est pour tout type de culture ou c'est de la culture haute valeur ajoutée, comme en Espagne ? Aujourd'hui, l'agriculture a besoin d'eau. Oui. L'agriculture a besoin d'eau. Comme le disait Christophe tout à l'heure, on a un changement climatique qui fait que aujourd'hui toutes les cultures ont besoin d'eau selon les années. On a des années où on n'arrose pas, il y a des années où on est en période de tension du printemps jusqu'en fin d'été. Donc les besoins sont très variables, mais ce que l'on voit, donc moi je suis irrigant depuis 1983. Produisez quoi ? Je produis des grandes cultures, je produis du maïs semence, du blé, de l'orge, du soja, des oignons, des pommes de terre. Et donc. Et sans irrigation, vous ne pourriez pas ? Ou alors vous sans auriez moins de irrigation, rendement. j'aurais beaucoup moins de cultures. Oui. Alors déjà, il me faudrait le double de surface. Ouais. Et j'aurais beaucoup moins de cultures. Parce que vous auriez donc, 50% de productivité en moins. Ah bah c'est même pas 50% de productivité en moins. Je ne ferai pas d'oignons, par exemple. D'accord. Voilà, déjà c'est clair. Je n'aurai pas d'oignons, je n'aurai pas de soja, j'aurai pas de maïs semence, donc ça limiterait déjà le nombre de cultures sur l'exploitation. Ça limiterait le revenu aussi. Et vous-même, l'irrigation dont vous utilisez quelle eau ? Donc c'est pas une eau. Alors moi je suis pas sur Liman Noir. Ouais. Je suis en bordure. Moi de l'eau vient de. Alors je suis sur plusieurs réseaux d'irrigation. Je suis en partie sur de l'eau qui vient de l'Allier et sur un affluent de l'Allier aussi, sur un affluent d'affluent de l'Allier d'ailleurs, qui est le Béda, qui est un cours d'eau non réalimenté, ce qui peut poser souci aussi. Et vous êtes limité aujourd'hui à cause du changement climatique, à cause des niveaux d'étiage à respecter, des volumes réservés. Vous êtes limité de plus en plus à cause de tout cela ? Alors, ça ne se présente pas tout à fait comme ça. En fait, on a des réseaux. Moi, mon réseau le plus ancien date de 1983. C'est des réseaux qui ont été faits. Parce que, alors, dans le Puy-de-Dôme, pour revenir déjà au point de départ, dans le Puy-de-Dôme, vous parliez de réseau collectif. On est à 85%. L'irrigation est à 85% en réseau collectif, parce que comme le disait Christophe, il y a une alimentation principale qui est l'axe allié, et tout le monde n'est pas au bord de l'Allier. Donc tout le monde ne peut pas avoir son pompage dans l'Allier et arroser ses parcelles. Donc on a des réseaux collectifs qui font qu'il y a des sites de pompage et on alimente la plaine autour de ces sites de pompage. Et donc du coup, on est une exception en France avec un tel taux de réseau collectif, d'irrigation collective. Donc les réseaux collectifs, ils ont été faits à un moment avec une capacité donnée. Et quand je vous dis que le réseau principal avec lequel j'arrose date de 1983, les capacités de ce réseau n'ont pas évolué depuis 1983. C'est-à-dire que le débit possible par ce réseau-là, il est figé depuis 1983. Alors qu'il faudrait l'augmenter et en même temps la disponibilité de la ressource, peut-être à minimiser. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique, c'est plus un changement que réchauffement d'ailleurs, on parle souvent, par erreur de réchauffement. On voit que l'on a de plus en plus de printemps secs, par exemple. En 1980, dans les années 80, on irriguait exceptionnellement des céréales d'hiver. C'était vraiment exceptionnel que l'on arrose du blé. Aujourd'hui, si on prend les 10 dernières années, je pense que c'est 3 années sur 4 où on a arrosé des céréales d'hiver. Donc on a un changement, on a un décalage des précipitations, on a surtout un décalage en volume, c'est-à-dire qu'on a des événements de plus en plus importants, intenses, c'est-à-dire des sécheresses et des chaleurs intenses à des moments, et puis des événements pluvieux, intenses, mais qui sont plus courts. Donc
il faut absolument compenser. Il faut qu'on compense. Et donc, il nous arrive d'avoir des hivers secs. Et résultat, les céréales d'hiver ont besoin d'eau au printemps, elles n'en ont pas à ce moment-là. Donc maintenant, on arrose de plus en plus souvent les céréales de printemps. Donc on met souvent sur la sellette le maïs. Évidemment, le maïs a besoin d'eau, comme toutes les cultures. Il a besoin d'eau moins que du blé, mais la disponibilité est moins au même moment, et pas au bon moment. Et donc, c'est pour ça qu'on s'imagine toujours le maïs comme un grand consommateur d'eau, ce qu'il n'est pas. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que voilà, qu'on arrose des cultures en plein été et que, comme par hasard, c'est le maïs. Est-ce que ça, pour le coup, vous avez besoin d'irrigation? Est-ce que ça, demain, ce sera, on va irriguer, mais on va adapter nos cultures, on va adapter nos itinéraires pour qu'ils aient besoin de moins d'eau? Il y a une adaptation de plusieurs types. C'est-à-dire que les manières de travailler évoluent. Les manières d'arroser évoluent. On irrigue de plus en plus avec des rampes ou des pivots qui sont beaucoup plus... C'est des manières plus résilientes d'arroser qui permettent aussi d'abaisser la température localement. On parle beaucoup d'îlots de fraîcheur en ville, mais ça permet des îlots de fraîcheur à la campagne. Oui. Pourtant, on pourrait vous répondre, il y a 80% qui s'évapore, qui repart dans l'atmosphère. Elle n'est pas perdue pour autant. Certes. Bon. Certes. Dans un îlot de fraîcheur pourquoi pas, en je me ville, fais faussement béotien, pourquoi pas du goutte à goutte? Quand vous parlez, alors pas le goutte à goutte parce que, alors moi j'en ai fait du goutte à goutte. On a des terres extrêmement argileuses chez nous. Et moi j'ai fait du goutte à goutte sur pommes de terre. C'est l'année où j'ai eu le plus de maladies. De mildiou. Du mildiou. Bah zut. Bah oui, parce qu'avec du goutte à goutte, il y a trop d'eau. Vous humidifiez en permanence même si vous utilisez moins d'eau, potentiellement moins d'eau, vous avez potentiellement un effet sanitaire qui est négatif. Et puis le goutte à goutte, alors quand on parle coût, on multiplie par 10 à peu près le coût. Donc il y a quand même une incidence économique. Là, vous en êtes à quel coût, vous, à l'hectare? On a vu que vous en êtes à quel coût, vous, à l'hectare en irrigation? On est à peu près similaire. 450 comment 450 euros. 450, oui. C'est variable. On a eu une augmentation énorme avec le coût de l'énergie les dernières années. Puisque ça représente quasiment la moitié, le coût de l'énergie dans la... Et vous, d'être relié, je fais court, à une station d'épuration, vous faciliterez la vie. Il y aurait moins ce problème de disponibilité de l'eau, vous auriez de l'eau toute l'année, et donc pour l'irrigation au printemps, ce serait plus simple. Il n'y a pas de station, je ne me pose pas la question. Donc vous êtes coincé, vous? Oui, on est coincé. On est coincé aujourd'hui. Donc, nous, l'enjeu, c'est de... Moi, je suis élu à la Chambre d'agriculture, et notre enjeu, c'est d'accompagner les agriculteurs. Qui veulent faire ça? Non, d'accompagner les agriculteurs en règle générale. Oui, ça je sais bien. D'accompagner les agriculteurs en règle générale. La moitié des agriculteurs sont dans la même tranche d'âge que Christophe et moi, c'est-à-dire que dans 10 ans, ils seront à la retraite, voire avant. Et donc, on a cet enjeu de renouveler la population agricole. Et pour renouveler la population agricole, il faut pour avoir un repreneur, il faut lui proposer quelque chose de viable. Donc il faut qu'économiquement, ce qu'on va lui proposer pour s'installer, il faut qu'il puisse en vivre. Le jeune qui va s'installer aujourd'hui, il ne va certainement pas vouloir vivre comme mes parents ont vécu, mais il ne va pas vouloir vivre non plus comme j'ai vécu. Le jeune aujourd'hui qui va s'installer, il veut la même vie de famille que son collègue qui va aller travailler chez Michelin ou ailleurs. Il voudra la même disponibilité, il voudra avoir la même rentabilité. Et ça, ce serait impossible sans irrigation. Et donc, s'il n'y a pas d'irrigation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faudra le double de surface ou 3 fois plus de surface. J'ai bien compris. Pour produire globalement beaucoup moins. Et quand même, la finalité de l'agriculture à la base, c'est d'alimenter la population, de fournir de la nourriture à tout le monde. Il faut savoir que dans les 10 dernières années, dans le Puy-de-Dôme ou sur la région Aura, il n'y a pas une production qui n'a pas diminué en quantité. Toutes les productions sont en diminution. Aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire, on parle de souveraineté alimentaire, cherchez le mot. On n'y est pas. On n'y est pas aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un fantasme, ça aussi, la souveraineté alimentaire? C'est pas un fantasme. La prochaine guerre, ça sera on vous coupe les vivres. Certes, mais donc, souveraineté sur quel produit, à quelle distance? Pourquoi c'est pas un fantasme? Enfin, on va pas. C'est pas le sujet, mais non, mais c'est quand même le sujet lié à l'eau. Si vous n'avez pas la capacité de garantir une production grâce à la disponibilité en eau au moment où vous en avez besoin, pas forcément tous les ans, vous ne produisez pas. C'est pas un fantasme, je ne sais pas. Pendant la crise du Covid, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont acheté du papier toilette, mais ils auraient aussi acheté des pâtes, de la farine
ils sont focalisés quand même sur la nourriture. Et de la litière pour chat, c'était le Et de la troisième litière produit le pour plus chat. acheté. Et ils l'ont pas mangé, je pense pas. Mais non, voilà, je sais pas si c'est un fantasme, mais c'est quand même, dès qu'il y a le moindre problème, c'est la première préoccupation des gens. Évidemment. Madame Néel, vous travaillez sur le projet de Rions, justement ? Alors, nous, au CEREMA, on n'a pas vocation à travailler sur des projets qui sont accompagnés par des bureaux d'études. Mais vous regardez ça de loin, quand même. Non, on regarde ça même de près. On est intéressé. Le projet a évolué, en fait. Il est en train d'être étudié. Il a évolué. Il y avait plusieurs idées qui ont été évoquées. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, j'aimerais qu'on réalise les choses sur le Puy-de-Dôme et sur la Limagne noire en particulier. Il faut savoir qu'en termes agronomiques, on a un sol de très bonne qualité. On a un sol qui a aussi une très bonne réserve utile en eau. Donc on a un sol assez profond, sauf qu'il faut lui mettre de l'eau dedans pour qu'il puisse réserver l'eau. Et le problème du climat sur Clermont, c'est qu'on est en climat transitionnel, un peu semi-continental, c'est-à-dire qu'on a des épisodes pluvieux assez intenses et suffisamment, courts, souvent en été, des orages, on va dire, des gros orages, d'ailleurs qui entraînent des fois des crues torrentielles. Et le sol de la Limagne noire, il est très intéressant parce qu'il suffit d'un orage ou d'un gros orage, comme ça s'est produit en juin 2022, et on va recharger le sol en eau pour un bon moment et en évitant après d'irriguer. Et on sait que les agriculteurs, eux, quand ils ont besoin d'eau, ils n'en utilisent pas trop. C'est-à-dire qu'ils font un pari sur l'avenir. Je vais vous citer, on parlait d'alimentation, de plan d'alimentation territoriale, enfin vous l'évoquiez en sous-tendu. Si on veut alimenter localement une population, puisque c'est ça les plans d'alimentation territoriaux, c'est pas que de la souveraineté alimentaire, c'est essayer de reterritorialiser l'alimentation. Si on veut faire du chou en Auvergne, le problème, nous, c'est les gros pics de chaleur, c'est-à-dire que c'est un pari sur l'avenir. Le chou, on est obligé de le semer vers le mois d'août si on le veut en hiver, et au mois d'août, c'est là où on a des gros pics de chaleur aussi, et la semence de chou, jusqu'à la levée, elle ne supporte pas la chaleur. Donc en fait, il faut l'arroser, même pas l'arroser, lui mettre des micro-gouttelettes juste pour la refroidir. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouveaux besoins en eau qui sont liés même pas à la spécificité de la culture, mais qui sont liés aussi au pic de chaleur et au pic de canicule. Donc il y a un moment où il faut s'interroger sur quels seront nos besoins en eau à l'échelle du territoire, et finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec le futur du climat qu'on aura tous, qu'on subira tous, et dans les conditions où on veut vivre, c'est-à-dire avec l'alimentation locale, de qualité, etc., qu'on veut produire. Je tiens à dire que les pratiques des agriculteurs en Limagne Nord, elles ont déjà évolué. Vous voyez beaucoup plus de champs de sorgho qu'avant on ne voyait pas du tout, à la place de champs de maïs. Et de la couverture des sols, de la conservation des sols pour maintenir la réserve en eau des sols, monsieur Cotier ? Oui. Et on en revient à la réhute, mesdames, messieurs, vous inquiétez pas. C'est des choses que l'on voit, couverture des sols. Après, couverture des sols, il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs retours. On se trouve des fois avec couverture des sols et moins de labour pour maintenir la réserve sols, utile. Mais avec qui dit couverture des sols aussi, dit dans certaines situations assèchement du sol. Et dans des années très très sèches, ça peut tout s'accumuler, peut poser d'autres problèmes. Il faut irriguer les plantes de couverture. Voilà. Et c'est vrai que quand en plein été, où certains collègues sont en restriction d'usage, comme sur le réseau de Bertrand, que je vois des couverts qui sont irrigués, ça me fait aussi un peu mal au ventre. Voilà, je me dis, il y a un problème. C'est vrai que quand on dit que les sols de la Limagne sont aussi riches que les tchernozoïs, les sols extrêmement fertiles de l'Ukraine, c'est faux. Bon. C'est pas tout à fait vrai. Ah, donc c'est pas tout à fait faux. J'étais tout petit, on disait bien que la Limagne était le jardin de la France. Alors c'est peut-être c'est le petit jardin de la France alors. Pour avoir été en Ukraine avant les événements, là c'est un très très grand jardin qu'ils ont et qui est tout aussi bon que le nôtre. Non, pourquoi on disait ça ? Parce qu'on a une terre noire, on a une terre sans cailloux, on a une terre qui a une grosse réserve utile. Et ce qui est vrai, ce qui nous arrange bien. Hein. Mais voilà, on a ce changement climatique. Quand on a fait Limagne Noire, comment ça se passe quand on fait un réseau d'irrigation ? Dans les années 90, avant de mettre des tuyaux partout, on a fait un appel à candidature. Enfin, je dis appel à candidature. On a été voir tous nos collègues agriculteurs où on était susceptible de passer, le périmètre que l'on était susceptible de desservir, pour leur dire, est-ce que vous voulez de l'eau ou vous voulez pas de l'eau ? Un certain nombre de personnes ont dit ouais, moi je veux bien en prendre un petit peu, mais on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on a des bonnes terres, on a des terres qui ont du fond, on a des réserves utiles.
On a des grosses terres et c'est vrai que le périmètre de Limagne Noire est vraiment en terre noire, on n'est pas en alluvion. Et donc il y a des gens qui ont pris un petit peu d'eau, puis il y a des gens qui n'ont pas pris d'eau, qui ont dit non, moi ça ne m'intéresse pas, ça coûte trop cher, et puis on n'a pas besoin d'arroser de toute façon. Malheureusement, 20 ans après, ce qu'on s'aperçoit, c'est que moi j'ai les enfants de ces gens-là qui veulent reprendre l'exploitation et qui disent, Monsieur Cotier, qui disent Christophe, je voudrais bien avoir un peu d'eau. Je voudrais bien avoir un accès à l'eau. Et il se trouve que, comme dans tous les réseaux, on est saturé, parce que Limagne Nord, comme tous les réseaux d'irrigation, sont saturés. Quand vous faites un réseau, vous avez un tuyau qui sort d'une station de reprise qui fait 500 mm de diamètre, il est en fonte. Et par ce tuyau, vous ne faites pas passer le double d'eau. Donc toute l'infrastructure, et pour Limagne Nord, c'est 150 km de canalisation. Ces infrastructures, elles sont faites, elles ont coûté très très cher et on ne peut pas, les agrandir comme ça du jour au lendemain. Donc au jour d'aujourd'hui, moi j'ai une pile de 10 cm de gens, de jeunes notamment, qui attendent qu'il y ait des surfaces qui se libèrent pour récupérer un droit d'eau dans la mesure du possible. Madame Néel, on va quitter un peu le monde agricole pour arriver dans le monde des villes. La réhute, promue, parfois utilisée pour nettoyer la voirie, pour arroser les espaces verts, etc. Vous avez étudié, vous avez analysé des villes qui ont fait des choses comme Granville, Chauzet, Grand Périgueux. À quelles conditions la réhute est-elle valable, est-elle possible et puis je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que ça vaut la peine dans un pays où l'eau est aussi peu chère ? C'est une question que se posent les Espagnols aussi, pour vous dire. Même les Italiens se posent la question, le prix de l'eau. Pour reprendre la question à l'envers, alors est-ce que ça vaut le coup dans un pays où l'eau est aussi peu chère? Moi, je dirais, quand on n'a plus d'eau, l'eau, elle n'a plus de prix. Oui, certes. Donc voilà, ça, c'est un peu... Une fois qu'on a dit ça, c'est purement théorique, mais l'eau n'est pas très chère. On ne peut pas s'emmerder à faire de la réhute pour nettoyer la voirie. C'est pas purement théorique. Ça a commencé en France, la réhute, on a le cas de Clermont-Ferrand, mais ça a commencé essentiellement par la bordure atlantique et au niveau des îles et presqu'îles comme Noirmoutier, et c'est pas pour rien. Et là, on était prêt à payer des kilomètres de canalisation aussi. C'est là où on n'avait pas de ressources, en fait, pour être clair. Et donc, en fait, quand on n'en a pas de la ressource, si on veut continuer une activité urbaine ou agricole, on est bien obligé de se poser la question de comment on va faire. Ça répond à une partie de la question. Effectivement, il y a des territoires comme en Vendée, par exemple, où ça fait très longtemps aussi, où là, le département, c'est même Vendéo, c'est le syndicat qui s'est posé la question très tôt de quelle est l'opportunité de faire de l'utilisation des eaux usées traitées, parce que eux, ils sont en but à un vrai problème de manque d'eau, y compris pour l'eau potable. Ah oui. Donc, et même, Pourquoi parce que les nappes sont taries, parce qu'ils ont très peu de ressources en eau, ils n'ont pratiquement pas de nappes, ils n'ont que de la ressource superficielle, donc ça marche que par des bassins et qu'ils arrivent plus, c'est un peu comme le modèle espagnol, ils n'arrivent plus à remplir leurs bassins. Donc là, l'idée, c'est le projet Vendéo, le projet Jourdain qui existe depuis longtemps, qui a été étudié. Pour l'instant, c'est pas encore passé en mise en œuvre, mais là, l'idée, c'est de recharger un réservoir qui sert notamment, mais pas que, à l'alimentation en eau potable par la station d'épuration des Sables d'Olonne. Donc ça c'est un projet, donc ce serait une première en France aussi de faire de l'alimentation en eau potable indirecte. Et le projet de Granville, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, entre Granville et Avranches, ils ont très peu de nappes. Ils ont aussi un gros souci d'alimentation en eau potable parfois. Et ils se disent, la station d'épuration, elle traite super bien les eaux, avec une qualité qui est meilleure que toutes les eaux de rivière de France. Là, c'est une qualité d'eau de baignade, vraiment. Parce qu'il y a aussi la conchiliculture et tout, il y a des enjeux. Et en fait, avec un gros pic, parce que là, c'est très touristique, avec un gros pic de volume d'eau qui est produit pendant l'été. Donc là, l'idée, c'est aussi de recharger la zone d'alimentation en eau potable, qui est une zone naturelle. Donc, c'est aussi de recharger une zone humide, en fait, qui est en bordure d'un cours d'eau, pour là où on va pomper finalement la nappe alluviale pour l'eau potable. La station d'épuration se viderait dans une prairie. Voilà, c'est ça. Et là, on est prêt à faire une canalisation d'une assez grande longueur. Et c'est ça l'idée. Et pour Chauzet, c'est un archipel, en fait. Là, c'est carrément l'autonomie, quoi. Là, ils sont en train de réfléchir à comment on peut faire pour être autonome. Mais là, c'est pas seulement de la rive, c'est aussi l'eau de pluie, etc. Quelle est la source d'eau qu'on peut avoir pour arrêter de faire venir des navires citernes
sur notre archipel, quoi. C'est ça l'enjeu. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux et ces enjeux ils sont différents selon les territoires. Vous aviez un film à montrer. J'avais d'abord une... je sais plus où est la zapette, voilà. Elle est là. J'avais aussi des choses à montrer parce que si vous... Alors non, je vais revenir en arrière du coup. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Si Caroline, il y a Caroline, voilà. Ouais, déjà, je vous avais montré tout à l'heure le programme Rio Littoral. Donc, le CERAMA est en train d'accompagner donc différents lauréats. Là, il y a plus de 21 projets qui sont lauréats et il y a 12 lauréats dans une deuxième vague qui ont été sélectionnés en 2024. Et surtout, il y a 7 territoires qui vont être accompagnés pour aller jusqu'au montage de leurs projets. Et parmi ces territoires, il y a beaucoup de territoires ultramarins aussi, qui ont des problématiques très spécifiques. Et par exemple, vous avez tous entendu parler de l'ouragan Chido à Mayotte. Et ça, c'est un enjeu aussi. C'est-à-dire que dans certains territoires, l'équation, elle se joue comme ça. Donc, en termes de prix, le prix, finalement, l'alternative, c'est quoi? C'est le dessalement. Et là, c'est pareil. C'est un coût énorme et un coût en énergie. Donc là, si vous voyez, le référentiel de prix, il est très variable d'un territoire à un autre. Donc ça, c'est déjà pour répondre à cette question sur le prix. Mais sinon, moi, je voulais me concentrer un peu sur les zones continentales, puisque là, vous avez compris, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous parliez des villes aussi, et on est en zone continentale, on n'est plus en zone littorale. Donc là, il y a l'enjeu aussi de maintenir quand même les débits des cours d'eau, et effectivement, voilà, quelque part, l'utilisation des eaux usées traitées, ça veut dire qu'on soustrait, en tout cas à certaines périodes, une partie du rejet de stations d'épuration qui normalement revenait au cours d'eau. Ça, c'est un cycle de l'eau complètement anthropisé. Finalement, c'est un cycle de l'eau qu'on a déjà perturbé. Et en fait, quand on analyse l'opportunité dans ces territoires-là, c'est ce que fait le CEREMA au travers de ce projet de recherche auprès de Grand Périgueux, mais aussi auprès de tout le bassin de la Dordogne. L'idée, c'est de vraiment voir quels sont les critères d'opportunité qu'on doit retenir, mais en faisant en sorte que ce soit le plus participatif possible aussi, en réimpliquant le citoyen dans l'évaluation des critères d'opportunité pour ce genre de solution de recours aux eaux non conventionnelles, donc pas seulement aux eaux usées traitées, mais aussi aux eaux grises, aux eaux de pluie massivement. C'est-à-dire comment on peut faire pour finalement réussir à équilibrer notre demande en eau par rapport à la ressource qu'on aura dans le futur, à l'échelle d'un bassin, puis à l'échelle d'une collectivité. Et en fait, ce programme de recherche, il vise avec des partenaires espagnols et portugais à vraiment bâtir une stratégie en re-questionnant aussi la gouvernance de l'eau, c'est-à-dire les instances où se font les décisions, peut-être en refocalisant aussi sur la gouvernance territoriale au sens large, parce qu'on a vu que c'était lié à l'aménagement des territoires et eau. Et du coup, dans l'idée de passer les périodes de pénurie d'eau, parce que ce qui n'a pas été dit, mais qui semblait un peu évident, c'est qu'effectivement, l'intérêt quand on fait de l'utilisation des eaux usées traitées pour l'instant en France, pour l'instant c'est encore comme ça, c'est que quand il y a des arrêtés sécheresse et donc des mesures de restriction d'usage de l'eau, ça ne touche pas actuellement les solutions qui utilisent l'eau usée traitée. C'est en ça que les agriculteurs sont intéressés. C'est-à-dire que si vous voyez autour de Clermont, et notamment vers la Zalimagne-Noire, encore des rampes d'aspersion, des fois en pleine période de restriction d'usage de l'eau, c'est parce que justement c'est de l'eau usée traitée. Ça, les gens le savent, M. Cotier, la population est au courant. Vous avez des gens qui vous engueulent en plein été? Non, je pense pas. La majeure partie des gens sont pas au courant. Non, j'ai jamais eu de souci de gens qui nous engueulent. Si des fois la police de l'eau arrive en nous disant mais qu'est-ce que vous faites, une fois qu'ils ont l'explication, ils n'ont pas le bon plan et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un des avantages majeurs qu'on a à ce jour. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Oui, je m'en doutais. Monsieur, bonjour, je vous demande juste de vous présenter. Si le micro est allumé. Si le petit écran est allumé, le micro est allumé. Là, on m'entend. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour, je me présente, Monsieur Satin, je suis chargé de développement chez RC Développement, qui concerne un peu tout. Et notamment, là où je suis surpris, c'est qu'on parle de REUT. À aucun moment, vous avez mentionné la partie donc, des traitements des eaux grises. Si on suit donc la RT 2024 et qui a été reconfigurée en mars 2025, il y a une certaine nomenclature qui norme donc en bactéries à respecter, en dureté de l'eau, en pH. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent.
pour pouvoir traiter ces eaux grises. Et dans vos discours, je n'ai pas entendu en une seule fois cette partie d'eau grise. Donc je voulais voir si l'agence CEREMA gère ce type d'eau et comment on voit un peu l'avenir sur le traitement des eaux grises. Madame Néel, les eaux grises, définition déjà. Alors les eaux grises, c'est les eaux qui sortent de votre douche, notamment de votre machine à laver parfois. Alors des fois encore, parce que pendant un moment c'était appelé eau ménagère aussi, et de vos lavabos principalement. Souvent on exclut les eaux de cuisine quand même. Les machines à laver aussi. Bon, maintenant il y a une nouvelle réglementation donc, qui est apparue en 2025 donc, sur les eaux qui sont... comment dire, j'ai l'acronyme encore en tête, les eaux impropres à la consommation humaine, parce que ce sont des eaux effectivement impropres à la consommation humaine, et souvent elles contiennent du savon ou des choses comme ça, et qui sont pour autant pas forcément très souillées. Donc effectivement, il y a des procédés de traitement. Et alors, vous imaginez bien, quand ça se passe au niveau d'un bâtiment, ça peut être très décentralisé. Donc ça peut être des choses qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle d'un bâtiment, par exemple. Alors, en fait, si, moi j'en ai parlé. J'ai parlé d'eau non conventionnelle, et quand je parlais du projet de recherche sur lequel on travaille à bâtir des stratégies de gestion de l'eau qui incluent le recours aux eaux non conventionnelles sens large. Donc eau de pluie, eau usée traitée, eau grise aussi. Donc c'est l'idée, c'est-à-dire c'est pas se focaliser sur une seule solution. Il se trouve que les eaux usées traitées dont on parlait là dans la table ronde, c'est des eaux qui sont déjà dans des tuyaux, qui sont hyper surveillées déjà même à la sortie de la station d'épuration. Elles sont beaucoup plus surveillées que l'eau brute de l'agriculteur qui va prendre directement en prise directe en rivière. Et elles sont suivies, quand on les utilise après pour un usage ultérieur, elles sont encore à nouveau surveillées, donc avec des mesures physico-chimiques et bactériologiques hebdomadaires pendant toute la période d'irrigation quand il s'agit d'un usage agricole par exemple. Donc sur les eaux grises, pour la question est-ce que le CEREMA gère ? Non, nous on ne gère pas. Nous on est là pour aider, appuyer, trouver des nouvelles solutions, méthodologies. Éventuellement on va appuyer pourquoi pas des entreprises qui ont des solutions de gestion, et éventuellement pour mettre en valeur des nouveaux procédés, ou même ça peut être des capteurs aussi, des capteurs qui permettent de suivre. Et là, en fait, on participe par contre au groupe de travail national sur les zones non conventionnelles, auquel participe aussi l'association française, donc justement, qui est plus spécialisée sur, alors j'ai oublié, c'était la TEP, je crois, qui est plus spécialisée sur les eaux grises. Monsieur, touchez pas au micro. Oui. Ah bah oui. Non, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que dès que c'était allumé, ça marchait. Donc là, c'était éteint. L'ADEME, du coup, c'est ça ? Non, c'est la TEP, ouais. La TEP, Ouais, oui, c'est la TEP. effectivement. Alors moi, je suis assez surpris parce que du coup, on fait un travail de fond actuellement là-dessus, sur ces fameuses eaux grises, où je suis surpris que la région Rhône-Alpes-Auvergne ne finance à aucun moment un projet sur le traitement des eaux grises. L'ADEME a eu effectivement financé aussi, la TEP, effectivement, l'ont conçu avec la TEP, France Environnement, et notamment aussi l'agence de l'eau qui pourrait aussi financer à hauteur de temps, suivant les projets. Mais on parle de plan d'eau, on parle de la loi Pacte de 2019 par le ministère sur les normes aussi RSE des entreprises et des collectivités sur cette gestion aussi des eaux. C'est un peu de tout. Et c'est encore un peu flou, en fait, tout ça. C'est pour ça que c'est très... Il faudrait qu'on en discute ultérieurement, mais c'est assez vague, en fait. Voilà. Ça sort de la table ronde, mais ce qu'on peut dire pour régénéraliser, c'est vrai que la gouvernance de l'eau en général, et là, vous, c'est plus de la prérogative de ceux qui s'occupent des aspects sanitaires, d'une part. Donc là, c'est la DGS pour la partie réglementaire, et des aspects bâtiments, d'autre part. Donc en termes d'opérateurs publics, c'est plus le CSTB, l'opérateur public avec lequel on collabore d'ailleurs au CEREMA, mais on a aussi une section bâtiment au CEREMA, mais donc moi je travaille pas spécialement sur ce sujet, c'est plus d'autres collègues. Mais effectivement, on peut dire que ça, c'est un champ général qui touche aussi la Rive. La gouvernance de l'eau en France est complexe. Ça peut se justifier à certains endroits, mais si bien qu'il y a beaucoup d'espace aussi de dialogue et de décision aussi. Donc ça va des clés, commission locale de l'eau, qui définissent les sages, jusqu'à s'il y a des PTGE, il y a des projets territoriaux de gestion de l'eau, mais il y a aussi finalement des comités territoriaux qui peuvent être eau, climat. Il y a vraiment plusieurs instances, et des fois avec les mêmes personnes qui se retrouvent dans différentes instances.
Et ça fait partie du sujet du projet de recherche, c'est qu'on se rend compte que c'est complexe, mais quelque part, ça offre des possibilités de dialogue. En Espagne, c'est beaucoup plus simple, mais quelque part, il n'y a pas du tout de participation. Et donc, les Portugais, c'est très centralisé aussi, mais ça repose tout sur la collectivité. Donc, avec les collectivités voisines qui font des choses complètement différentes. Donc, c'est pas mieux. Donc, en fait, il y a vraiment un sujet à travailler là-dessus, effectivement. Et je comprends votre désarroi, parce que des fois, on a du mal à trouver le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur. Madame. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Non, présentez-vous, s'il vous plaît. Ah, pardon. Émilie Luneau de la DDT 63. Je viens d'arriver lundi sur le plan haut. Voilà, je le dis. S'il y a des questions sur le plan haut, laissez-moi juste un petit peu de temps. J'avais une question sur la réhute. Vous avez dit qu'effectivement, il y a une partie, quand on fait de la réhute, on soustrait une partie des volumes qui sont normalement restitués au milieu. Pour autant, on prélève moins. Donc, je voudrais avoir votre retour à tous sur cet équilibre-là. Et une question aussi sur le pas de temps de réutilisation. Parce que, que ce soit un usage agricole ou un autre, on peut avoir besoin de tamponner ces volumes pour les stocker quelque part et les réutiliser au moment opportun. Donc, comment est-ce que ça, vous l'appréhendez ? Merci. Alors, je vais commencer sur le pas de temps. Comme ça, je relaisse la parole sur la première question que j'ai oubliée. C'était sur... les volumes de réserve. Le volume de réserve, d'accord, et l'éclairage. Sur le pas de temps, c'est très variable d'un cas de reuse à un autre. Quand on parle de reuse environnemental, par exemple, parce que ça, on n'a pas tellement parlé, de recharger certains milieux naturels qui peuvent après, d'ailleurs, être utilisés plus loin, à l'aval, comme ressource en eau potable. Ça se fait beaucoup en Espagne, ce genre de reuse un peu écologique. Quelque part, là, c'est 100% du volume d'eau de la station d'épuration qui est remis dans le milieu, sous cette forme-là, un milieu parfois, donc une zone humide un peu artificialisée quand même, ou artificielle, et on continue. Après, quand on parle de pas de temps pour des usages agricoles, il est clair que si on est en zone continentale et qu'on veut à tout prix éviter finalement de soustraire l'eau au cours d'eau, donc l'eau qui vient de la station d'épuration en période d'étiage, là c'est clair que ça nécessite automatiquement une réserve. Et que là, en agriculture ou même pour d'autres usages d'arrosage d'espaces verts, ça peut être vite limité. Donc ça peut être un des points qui est limitant pour la reuse. Quand on a des systèmes d'épuration, style lagunage naturel, avec des bassins en cascade, dont certains qui peuvent être des bassins qui peuvent servir de réserve d'eau, là quelque part ça redevient favorable. Et là, ce que j'ai oublié de dire, ce qu'on a oublié de souligner pour Clermont, c'était une des opportunités, un des facteurs qui fait que c'est exemplaire, c'est que c'était une coopération industrielle. C'est-à-dire ces bassins, ils préexistaient, ils étaient déjà utilisés par la sucrerie qui était voisine, et du coup, qui mettait à disposition ces bassins, finalement, à la ZAL Limagne-Noire au départ, avant que la sucrerie ne ferme. Donc c'est un cas rare, mais c'est vrai que ça pourrait se faire de plus en plus souvent, parce qu'il existe déjà des bassins qui sont utilisés pour une industrie, par exemple, et qui pourraient être utiles à d'autres périodes de temps, donc sur cette histoire de pas de temps. C'est ce que vous conseillez de faire à M. Nicolas pour Rion, c'est d'adjoindre une zone de lagunage, comme ça on est tranquille. De toute façon, il faudra avoir ce traitement tertiaire d'une manière ou d'une autre, puisque ce n'est pas traité en station. Donc de toute façon, il faut refaire un traitement tertiaire derrière. Donc le mieux, c'est le traitement naturel qui se fait par les UV dans des bassins. De toute façon, il faut passer par là. Après, pour répondre à la question, le débit naturel de la rivière n'est pas impacté, puisque le rejet de la station est soumis à un débit minimum dans le cours d'eau qui prend en compte un rejet de la station. Donc on est à un débit minimum dans le cours d'eau qui est supérieur au débit naturel. Puisque le rejet de la station... En plus, l'eau qui vient qui arrive à la station d'épuration, dans le cas de Clermont, on parle principalement, n'est pas prélevée forcément et en majorité dans le bassin versant du cours d'eau dans lequel elle est rejetée. Donc de toute façon, ce prélèvement ne pénalise en aucun cas le débit naturel du cours d'eau où il pourrait être jeté s'il n'avait pas été pris par l'agriculture dans ce cas-là. Au contraire, le débit naturel est inférieur à ce que l'on doit laisser dans le cours d'eau. Voilà. Donc on ne pénalise absolument pas le débit naturel, au contraire, il est supérieur malgré les prélèvements de la station. Et il y a un changement de bassin. Ce que je peux dire, c'est que, une autre façon de le dire, c'est que
toutes vos chasses d'eau qui sont connectées sur la station des Trois-Rivières à Clermont-Ferrand, donc c'est à l'échelle de l'agglo, effectivement, comme on est en tête de bassin versant, ça aurait été naturellement dans d'autres cours d'eau que dans l'Artière. Donc quelque part, en concentrant l'épuration des eaux usées qui sont traitées puis réutilisées donc, sur l'Artière et sur la station des Trois-Rivières, finalement, on apporte de l'eau à l'Artière artificiellement. C'est un cycle anthropisé finalement de l'eau. Et effectivement, une des exemplarités finalement aussi du cas de Clermont-Ferrand et qui interroge par rapport un peu au dogme des agences de l'eau sur la notion de substitution, c'est que effectivement ça interroge sur l'échelle à laquelle on prend la substitution, puisque finalement ça favorise le Béda, et ça on l'a très bien montré, nous on l'a même quantifié, la rivière Béda. C'est-à-dire qu'en fait la Zale d'Imagno Noir, si elle prenait pas son eau au niveau de la station d'épuration, elle la prendrait sur la nappe alluviale du Béda. Et nous on a montré, on a même quantifié avec un logiciel qui a été remis à flot par le CEREMA Strato, on a pu montrer à quel point, finalement, le fait de faire la RIUT sur la Zale d'Imagno Noir permet à d'autres périmètres irrigués en aval sur le Béda de continuer à irriguer. Sinon, ils ne pourraient plus aujourd'hui. Donc, vous dites que comment dirais-je, je trouve plus le terme. Le besoin de substitution imposé par l'agence de l'eau dans les subventions qu'elle donne, qu'elle délivre sur les cas de RIUT. Donc c'est on utilise 100 mètres cubes d'eau potable, on va les transformer, on va les substituer par 100 mètres cubes de réutilisation. Vous dites que c'est un dogme parce que en fait c'est pas aussi simple que ça, qu'il faut l'analyser sur quoi ? Sur un temps plus long, sur un espace plus long, des volumes plus longs. Faut le réinterroger. Est-ce qu'on doit prendre la substitution usage par usage, c'est-à-dire pour un usage donné, ou à l'échelle de quel bassin, ou est-ce qu'on doit le prendre bassin par bassin, ou à quelle échelle on doit l'interroger en fait ? Il faut l'interroger. Est-ce que quelqu'un de l'agence de l'eau aurait quelque chose à répondre à cette question ? L'agence de l'eau n'est plus là. Elle était là tout le temps et là, elle n'est plus là quand j'ai besoin d'elle. Merci l'agence de l'eau. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs ? Madame, je sais. Alors, représentez-vous pour nos amis qui ne vous connaîtraient pas encore. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis porte-parole pour l'association Parc National Zone Humide pour le Val d'Allier. Nous avons un comité scientifique donc avec l'INRAE, le CNRS et le Muséum. Et à l'INRAE, ils nous disent qu'on peut cultiver l'eau, ce qui permet d'avoir moins de... Cultiver l'eau, c'est-à-dire d'événements. Alors, moins d'événements intenses et d'avoir une pluie plus fine, plus régulière, et cultiver l'eau à travers en fait le fait d'éviter d'avoir des espaces de hauteur linéaire et d'avoir ce qu'ils appellent des futaies irrégulières. Bon, là je schématise un peu. Les futaies on est loin de la RIUT quand même, là, permettant d'éviter d'avoir des vents qui atteignent des niveaux de 200, 300 km/h, et permet aussi d'avoir des événements moins intenses et d'éviter les grêlons. Entre autres, et d'avoir une pluie plus régulière et de stocker dans les sols. Voilà, je ne sais pas si vous travaillez en tant qu'agriculteur avec l'INRAE de Clermont. Pour maintenir cette grande bassine qu'est le sol, 60% des eaux de surface se trouvent dans les sols. Pour résumer, Monsieur Nicolas. Oui, toutes les pistes, on travaille toutes les pistes. Tout à l'heure, on parlait d'agriculture de conservation. Les haies sont un facteur aussi bénéfique par rapport au vent, par rapport à l'assèchement des sols. Donc on travaille là-dessus. On travaille avec un organisme qui s'appelle Mission Haies, avec lequel on est à plusieurs centaines de kilomètres de haies qui ont été replantées. Il y a eu un épisode il y a 40 ou 50 ans où il y a eu des remembrements qui étaient nécessaires à ce moment-là, où des arbres ont été arrachés. La mécanisation le nécessitait. Les aménagements fonciers étaient impératifs à ce moment-là. Aujourd'hui, ces aménagements sont en partie faits. Il y en aurait encore d'autres à faire, mais aujourd'hui, on intègre cette notion de haie dans ces aménagements. Et en effet, par rapport aux vents dominants qui sont les vents d'ouest chez nous, on travaille beaucoup avec ça. C'est compliqué de planter des haies en France.
Il y a 14 textes réglementaires, les financements sont difficiles à trouver, les agriculteurs ne sont pas plus incités que ça en paiement à l'hectare. Alors, aujourd'hui, Mission travaille là-dessus et on est aidé, on a des aides pour planter des haies. Et qui ne sont pas énormes, entre 7 et 20 euros l'hectare. Non, c'est au linéaire déjà. Et non, c'est intéressant. Ça vous paye une partie des plants. Donc c'est intéressant. Et les gens, quand je vous dis qu'on est à plusieurs centaines de mètres linéaires, de kilomètres, pardon, de planter, les gens sont volontaires pour le faire. C'est des gens qui viennent le faire. Les agriculteurs sont partants dans la mesure où elles sont plantées à des endroits intéressants de le faire. Si vous imposez à un agriculteur de mettre une haie au milieu de son champ, il ne le fera pas. Mais il y a des endroits où il est nécessaire, où il est intéressant d'en mettre, et les agriculteurs viennent d'eux-mêmes pour le faire. Messieurs, dames, vous êtes repus tant que ça, vous n'avez aucune question sur la route, je n'arrive pas à y croire. Sinon, je vais juste ajouter un petit point avant la question sur INRAE, quand même, parce que M. Côté ne l'a pas dit, mais effectivement, INRAE, en matière de REUT, INRAE travaille aussi sur l'assainissement de l'eau. Et ils ont beaucoup apporté pour la mise en conformité du cas de Clermont, qui est là aussi exemplaire. On espère que ça va aider d'autres cas qui existent de REUT à se mettre en conformité. En fait, la législation européenne, et du coup qui a été reprise par la réglementation française, a proposé la possibilité de ce qu'on appelle faire des mesures barrières, c'est-à-dire qui permet finalement de traiter l'eau à un niveau de qualité, d'exigence de qualité moindre, pour un usage donné, mais du moment qu'on fait la preuve et qu'on met en œuvre des mesures qui permettent d'éviter tout risque sanitaire. Et à l'évidence, dans le cas de Clermont, ce qui était clair, c'est qu'après pas loin de 30 ans de recul, il n'y a jamais eu de gastro, il n'y a jamais eu de problèmes épidémiologiques liés à cette pratique. Donc il y avait des mesures barrières qui étaient prises, mais simplement elles n'étaient pas mises en évidence. Et donc ça nous a aidés justement à vraiment mettre en évidence les mesures barrières réelles qui faisaient qu'il n'y avait pas de risque de transmission de pathogènes quand on va depuis le champ jusqu'au produit fini, en passant par l'agriculteur et les travailleurs qui travaillent sur les productions agricoles. Donc là-dessus, l'INRAE a beaucoup aidé. Il y a une thèse là-dessus. Donc c'est là que vous êtes un laboratoire à ciel ouvert pour l'INRAE Oui, tout à fait. Je ne l'avais pas dit, c'est l'INRAE. On vient de signer une convention là, avec le CNRS aussi, qui met toute une batterie de recherche en avant. Oui, on est très sollicité. C'est vrai que c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert. Oui. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Marion Rabier, je suis de l'Université de Limoges, enseignant-chercheur. J'aurais une petite question un petit peu à la marge sur l'intérêt de la REUT vis-à-vis de l'apport d'engrais en fait, sur les cultures. Parce que l'azote et le phosphore, ce sont des enjeux importants déjà par rapport à la pollution de milieu, mais aussi par rapport à la ressource pour l'agriculture. Et il y en a plein les eaux usées. Et il y en a plein les eaux usées, même si c'est traité, il y en a toujours. Hein. Et est-ce qu'avec ce retour d'expérience sur le phosphore en particulier, est-ce qu'il y a eu moins besoin d'apport d'engrais ? Est-ce qu'il y a eu un retour là-dessus ? Ça, c'est une question excellente que j'aurais dû poser. C'est très vexant que vous l'ayez posée à ma place. Oui, alors on doit avoir une super station d'épuration parce que nous, ils ne nous laissent plus rien. Parce qu'elle est adaptée à la DRU2 déjà. Elle est adaptée, je ne vous dirai pas, je ne suis pas spécialiste des rejets de station, mais non, en éléments nutritifs du sol, on est très très minime, même en azote, c'est dénitrifié complet. Et on a des taux proches de zéro. Mais merci Rabion et bonjour, parce que c'est une ancienne collègue, donc je suis ravie de te voir. Alors on a des retours d'expérience et notamment les premiers qui se sont souciés de ça, c'est des golfs qui avaient utilisé les eaux usées traitées et qui ont vu leur green jaunir parce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ce problème-là. Parce que des fois, effectivement, certaines stations, y a trop d'azote ou trop de phosphore par rapport à l'équilibre azote, phosphore et potassium, etc. Et donc depuis, ils l'intègrent, ça. Et effectivement, il y a un paradoxe global sur la REUT. C'est-à-dire que pour désinfecter, parce que le but du jeu, c'est de ne pas avoir de pathogènes, on impose des niveaux de traitement très importants et qui, du coup, abattent aussi les éléments nutritifs. Or, pour certains usages sur le sol, on aurait tout bénéfice à maintenir les éléments nutritifs. Donc du coup, il y a quand même des projets de recherche là, qui viennent de se finir, mais qui vont se prolonger, notamment avec le bureau d'études d'Ecophylae, qui est une émanation, d'ailleurs, qui c'est une start-up de l'INRAE, à la base,
c'est le projet Ruraux. Donc, ils travaillent sur un sujet qui est très intéressant pour la France, parce que là, ça va intéresser même les communes rurales, c'est-à-dire faire de la RIOUT derrière des filtres plantés de roseaux. Et donc, du coup, avec un moindre traitement, justement pour maintenir l'azote et le phosphore. Mais derrière, il y a aussi toute une étude agronomique, quand même, d'application sur le sol. C'est-à-dire qu'il faut recalculer derrière les apports de fertilisants et souvent les rectifier. C'est-à-dire qu'il faut réapporter un peu plus de potassium parce que du coup, on a de l'eau qui apporte de l'azote et du phosphore et il faut remaintenir l'équilibre pour les plantes. Et ça, c'est pas intuitif. Ça se mesure et ça demande de l'intelligence aussi. Alors pour ramener de l'azote. Merci Catherine. Pour ramener de l'azote et du phosphore aux agriculteurs, il y a aussi un programme qui s'appelle OCAPI, École des Ponts, CNRS, Université de Créteil. Alors vous l'avez peut-être compris dans cet acronyme, c'est récupérer le caca et le pipi, les nôtres, au pied des immeubles, recycler, dessicquer, ce que font les Suisses dans certains cantons, et pour les donner, les vendre, les offrir au monde agricole. Je suis allé au colloque, c'est quand même compliqué d'un point de vue réglementaire, ça coûte cher. Le projet Saint-Vincent-de-Paul, projet de 600 logements là, qui est en train d'émerger, qui va peut-être émerger de l'ex-hôpital Saint-Vincent-de-Paul, après 8 ans d'études et d'analyses, va aboutir sans doute à ce prototype d'un recyclage total de ces eaux noires et de ces eaux grises. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Oui, en fait, certains pays le font déjà depuis longtemps avec des moyens beaucoup plus robustes et souvent avec l'appui de l'aide au développement française, notamment des pays africains, c'est-à-dire en faisant de la séparation. Il se trouve que notre pipi, c'est de l'urée en barre. Hein, et l'urée, c'est un super fertilisant. Donc si on arrive à séparer les fesses et l'urine, c'est jackpot, quoi. Et des fois, les traitements, c'est juste du traitement par évaporation, reconcentration, etc. Donc en fait, Monsieur Cotier disait, chez nous, on n'est pas capable de faire les choses simplement. Si des fois, on les fait simplement ailleurs, mais là, on est en train de les réimporter. Et juste même pour les eaux grises, je veux dire, on a des modules qui ont été utilisés pour les Jeux Olympiques, qui sont utilisés tous les ans pour Roland-Garros, c'est-à-dire que les douches des sportifs sont utilisés ensuite pour après alimenter les chasses d'eau. Et là, je peux vous dire, quand on a un Raphaël Nadal ou tout ça, c'est zéro possibilité de gastro-entérite. Donc, il faut assurer le coup, quoi. Et ça se fait depuis des années, personne n'en parle. Et donc, on est capable de le faire. Et ça se fait quoi ? Il y a un système de filtration ? Voilà, c'est ça, c'est un système autonome. C'est-à-dire, on prend directement les eaux des douches. Il y a un petit traitement modulaire qui tient vraiment dans un Algeco, quoi, et qui est directement redistribué dans les chasses d'eau. Ça se fait dans la station Concordia en Antarctique, c'est aussi un système français. Dans les stations spatiales. Voilà, c'est ça. Enfin, là, c'est en Antarctique. Oui, ça se fait pour les stations spatiales. En fait, on sait faire techniquement. Il n'y a pas de frein. Ça peut coûter cher, effectivement. Mais on a un vrai savoir-faire français dans ces modules-là. Donc, c'est vrai qu'après, il faut que la réglementation suive. Ce qu'il faut souvent pour problème, c'est la massification. Parce que là, c'est toute une filière professionnelle aussi qu'il faut former pour justement qu'il n'y ait pas de dérive dans les pratiques. Et on a un ministère de la Santé un petit peu frileux parce qu'il se trouve qu'on a un pays bricoleur. Donc si on ouvre la porte vers des usages, on a toujours peur qu'il y ait des gens qui bricolent dans leur coin et tout, etc. Et que du coup, on perde un peu le contrôle. Et il ne faudrait pas non plus qu'avec certaines pratiques, on remette des bactéries dans notre réseau d'eau, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver dans toutes ces pratiques-là. Il y a des choses possibles, il y a des choses qui se font. Mais à partir du moment où on massifie, il y a des précautions quand même à prendre. En tout cas, d'un point de vue énergétique, on consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer des engrais azotés et on dépense beaucoup d'énergie pour détruire de l'azote dans les stations d'épuration. Il y a quand même un peu quelque chose qui ne va pas. Mesdames, Messieurs, une petite dernière pour la route. Allez, faites-moi plaisir. Sinon, je désigne un volontaire ou une volontaire. Regardez bien vos chaussures. Votre petit film, vous aviez un film à nous montrer ? Il nous reste... c'est pas très grave si vous tapez le projet Target, et c'est en anglais, mais il y a des sous-titres, hein. Donc vous pourrez le retrouver, on peut le regarder, mais je leur ai dit de ne pas mettre le son. Donc là c'est vraiment un projet qui vise à aider, appuyer, trouver des méthodologies et un peu des boîtes à outils pour aider les collectivités, quelle que soit leur échelle. Ça peut être échelle de bassin, département ou échelle d'un EPCI, d'une communauté de communes. Donc à bâtir une stratégie de gestion de l'eau, mais qui permette de prévenir les situations de pénurie et qui puisse intégrer des solutions comme le recours aux eaux non conventionnelles, donc pas seulement les eaux usées traitées, eau de pluie, eau grise. Voilà. Et en fait, on a plusieurs partenaires, dont des villes françaises et des départements. On a le département du Loiret, on a Toulouse,
On a Grand Périgueux, voilà, c'est ça, sur lequel on va faire notre expérimentation au niveau d'Ordogne. Donc là, ça va nous permettre de vérifier notre méthode en changement d'échelle. Et au niveau français, je dirais qu'il y a 2 compétences qui sont mobilisées particulièrement. Donc une compétence plus scientifique au niveau du CEREMA. Enfin, les 2 sont scientifiques, mais une science un peu, on va dire, ce dont on a parlé, science de l'eau, et une qui est plus science sociale, donc avec des compétences sur la gouvernance et aussi sur la participation. Et là, l'enjeu pour nous, c'est de trouver des méthodes qui permettent de mieux faire participer toutes les parties prenantes aux discussions quand on choisit une stratégie locale de gestion de l'eau. Et ça, c'est un véritable enjeu qui intéresse beaucoup nos partenaires européens, parce qu'on se rend compte que même si on a la même directive 4 sur l'eau à l'échelle de toute l'Union européenne, la manière dont elle est déclinée dans les différents pays est complètement différente, et notamment du point de vue de la gouvernance. Et on se rend compte que souvent, ça a été fait sans trop étudier ou même penser les espaces de discussion et de prise de décision. Et là, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la décision de la gestion de l'eau, qui implique des infrastructures, des choix, des financements, des fois c'est coûteux, on l'a vu, des infrastructures qu'on veut le plus pérenne possible, parce que ça ne s'agit pas de tout démonter quand on a fait un réseau collectif d'eau, d'irrigation par exemple, et que ces instances-là, finalement, elles puissent se discuter avec tout le monde, mais en ayant la même vision, si possible, du futur du territoire. Pas seulement au niveau climat, mais aussi qu'est-ce qu'on désire dans le futur de notre territoire. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir le boss de l'eau, le patron de Cyclo, Jean-Claude Lasserre. Quand je vous dis « je vous demande d'accueillir », ça veut dire « voilà ». Bon, tout d'abord, tu veux mon fauteuil peut-être? Non. Tout d'abord, je voulais remercier Dernière Conférence. Merci de votre présence. Merci à tous d'être venus pour cette première à Clermont. Écoutez, nous sommes assez contents de ce résultat. Hier, on a eu aussi beaucoup de monde. On a eu une qualité également des conférenciers animés par Frédéric Danhé de façon remarquable. Tout ça, on a eu vraiment une qualité des conférenciers qui nous a fait plaisir. J'espère qu'on a répondu au niveau des enjeux du territoire, parce que l'objectif de Cyclo, c'est de répondre à la problématique du territoire pour le territoire. Voilà, je voulais remercier ceux que vous ne voyez pas qui sont derrière, Lumens, qui travaille avec Cyclo depuis 2017, et surtout la grande prêtresse de l'organisation des conférences, que vous entendez applaudir derrière, qui est Caroline. Mais Caroline qui pourrait venir ici d'ailleurs. Ça serait gentil, Caroline, hein, pour qu'on puisse te voir. Donc voilà. Écoutez, on est très content parce que c'est vraiment un travail d'équipe fait en comité de pilotage avec des gens très impliqués. Et je pense que l'enjeu de la ressource eau est l'enjeu principal de nos 20, 30, 40 prochaines années, et que cette ressource eau, il faut y faire attention et il faut trouver des solutions pour que cette gestion soit faite en sobriété. Je voudrais y associer l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Clermont Métropole, qui nous ont également beaucoup accueillis, beaucoup aidés dans cette organisation, ce qui nous permet de pouvoir faire quelque chose vraiment de qualité. Caroline, tu es où? Caroline se cache. Oui, elle se cache. Voilà. Caroline, on t'entend, allez, viens. J'essaye de broder en même temps, mais bon. Tu peux présenter les prochaines, d'ailleurs il y a une petite erreur, les prochains rendez-vous. Voilà, les prochains rendez-vous, alors Cyclo a un ADN, c'est vraiment d'être dans les territoires. Mesdames, Messieurs, Caroline Braun. Caroline Braun, voilà. T'es contente. Donc les prochains rendez-vous, Jean-Claude. Donc les prochains rendez-vous, on sera en région Occitanie, en région Aura, encore une fois, mais de l'autre côté, au niveau du massif alpin. Alors ce ne sera pas 20 et 21 novembre, c'est 20 et 21 mai, c'est ça? Oui, c'est 20 et 21 mai. Ouh là là, Caroline. Caroline, carton jaune. Ensuite, nous serons dans la région Centre-Val de Loire, où justement on a l'INRAE qui est très très bien représenté. Le BRGM également, qui est, voilà. On espère, je fais un clin d'œil à, je ne le vois plus, on aura le CEREMA, avec plaisir.
Et ensuite, on terminera par la belle province du Sud-Est, sur Aix, qui sont vraiment 4 territoires également je dirais, en perspective des enjeux futurs de l'eau et qui pourraient apporter des solutions territoire par territoire sur cette ressource. Dernier petit mot, un grand merci à Michelin qui nous a aidés. Merci beaucoup. Je sais qu'on peut se donner rendez-vous dans 2 ans. Ok, on l'a déjà évoqué. Et l'eau et l'industrie également sont des enjeux très importants en même temps que l'eau et l'agriculture, voilà, sur ce territoire. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Le salon va fermer d'ici une petite heure, donc profitez encore des éléments. Un grand merci de votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. 3, 2, 1.